Avril 95. Une explosion a détruit le centre des services sociaux de l'État fédéral. Bilan, 168 morts. L'Amérique est frappée au cœur de ses valeurs et de sa géographie. Frappée par des Américains qui ont poussé jusqu'à la folie l'individualisme et la méfiance de l'État qui imprègnent ici les mentalités. Sur le site, seul un arbre a tenu et il reverdit. Les Américains viennent ici comme en pèlerinage, pour pleurer les disparus, dont beaucoup d'enfants, et aussi comme Paul Heath, le président de l'Association des survivants, pour célébrer la solidarité et la force de l'Amérique. Ça fait 27 ans que je vis ici, que j'appartiens à cette communauté. Cette rue a été construite par ma ville. L'immeuble qui a sauté avait été construit par les autorités de mon État. Chaque Américain avait donc contribué en partie à sa construction. C'est comme s'il avait appartenu un peu à chaque citoyen de ce pays. Après l'attentat, les gens se sont précipités pour offrir leur sang aux victimes. Certains volontaires ont fait jusqu'à 8 heures de queue pour ça. Ce drapeau, je le voyais chaque jour de la fenêtre de mon bureau. Il flotte toujours avec autant de fierté. Pour moi, il symbolise l'espoir. J'ai perdu beaucoup de parents et d'amis dans l'attentat. Mais grâce à ce drapeau, j'ai toujours confiance dans l'avenir. Quand on arrive ici, on comprend que l'espoir reste chevillé au cœur de l'Amérique. Cette Amérique qui, dans 3 jours, élira son prochain président. Cette Amérique qu'on croit connaître avec sa violence, ses excès, ses injustices. Cette Amérique qui nous surprend toujours par son pragmatisme, son optimisme, cette énergie à se réinventer sans cesse. Cette Amérique qui change déjà de siècle en poursuivant son rêve, le rêve américain. Le rêve américain, comment le réaliser, comment le garantir malgré les difficultés et les incertitudes. Tous les 4 ans, la même incantation s'empare de la campagne pour l'élection présidentielle. Et cette fois encore, chaque candidat propose ses recettes. Let me be the bridge to an America that only the unknowing call myth. Let me be the bridge to a time of tranquility, faith, and confidence in action. And to those who say it was never so, that America's not been better, I say you're wrong. And I know because I was there, and I have seen it, and I remember. I love and revere the rich and proud history of America. And I am determined to take our best traditions into the future. But with all respect, we do not need to build a bridge to the past. We need to build a bridge to the future, and that is what I commit to you to do. Le président Clinton et le vice-président Al Gore ont essayé de faire de cette campagne un combat entre les forces du passé et celles de l'avenir. Emerson, l'un de nos grands philosophes, disait qu'il y avait 2 sortes de partis politiques, le parti de la mémoire et celui de l'espoir. Clinton est en train de faire du parti démocrate celui de l'espoir, tandis que Dole, qui est beaucoup plus âgé, c'est un homme de ma génération, est le candidat du parti de la mémoire. Il parle de construire un pont vers le passé, vers une époque moins agitée, celle des années 50. Et puis Clinton a ceci de commun avec Ronald Reagan, une sorte d'optimisme à toute épreuve
qu'il parvient à communiquer à une grande partie de l'électorat. Comment peut-on parler d'optimisme? La violence, la drogue, la pauvreté, le crime. Ce sont les plaies de l'Amérique. C'est ce visage-là que nous observons, que nous dénonçons. Et pourtant, dans cette société qui a toutes les raisons de douter d'elle-même, renaît une incurable envie d'y croire. Beaucoup d'Américains sont inquiets pour la future génération. Ils doutent que leurs enfants auront une vie meilleure que la leur. Mais il y a toujours ce fond d'optimisme chez nous. D'autant plus qu'actuellement, notre situation économique est très favorable. Avec un taux de chômage de 5%, nous avons de quoi faire des jaloux à travers le monde. En fait, il y a chez nous une sorte de coexistence entre une inquiétude en ce qui concerne le long terme et une vision plutôt optimiste au jour le jour. Le quartier de Washington Park, des ruines en plein milieu de Chicago. Chaque dimanche, pourtant, l'église anglicane de Saint Edmund se remplit. Au milieu de ses fidèles, l'homme qui a changé leur vie et pris le quartier en main, le révérend Richard Tolliver. J'ai débuté comme pasteur à Harlem il y a 25 ans. Puis je suis parti en Afrique pendant 5 ans. Alors quand je suis venu dans ce quartier, j'ai senti qu'il y avait un véritable défi à relever. Je savais que cela représentait un travail colossal. Je ne savais pas par quoi commencer. Je ne suis pas venu avec l'intention de me consacrer à ce point aux questions de logement. Tout cela s'est fait petit à petit. Il y a 7 ans, le révérend a monté une société pour réhabiliter le quartier et retenir les familles qui s'en vont. Il crée une école, rachète des immeubles abandonnés et les refait à neuf. Cet appartement était totalement à l'abandon. On a tout refait. On a refait toute l'installation chauffage. Les murs ont été entièrement replâtrés, repeints, ainsi que les sols. Vous avez des stores tout neufs, du chauffage par le sol. Tout ça est très moderne. Et puis vous avez la terrasse pour que la famille puisse se détendre lorsqu'il fait chaud, plutôt que de traîner dehors devant l'immeuble. Les gens se sentent mieux lorsqu'ils ont un environnement agréable. Ils le respectent davantage. Si quelque chose ne va pas, ils le disent. Ils se sentent plus responsables. Pour financer son budget de 200 millions de francs, le révérend recueille de l'argent auprès des fondations, des entreprises qui y trouvent un intérêt fiscal et aussi à la mairie de Chicago. La clé du succès, la collaboration privée-publique, le mot d'ordre, pragmatisme. Nous tentons d'utiliser au mieux les outils dont nous disposons, comme l'attribution d'avantages fiscaux par exemple, pour mettre une partie de nos fonds à la disposition de ce type d'initiative. L'idée est en fait d'initier le mouvement pour que le secteur privé puisse prendre le relais. Traditionnellement, dans la culture américaine, nous pensons que c'est au secteur privé, aux forces du marché d'avoir le rôle moteur en matière de logement. Vous avez donc là une combinaison de différentes forces. Le secteur privé qui cherche à tirer bénéfice de ce genre d'opération grâce à des avantages fiscaux et le tissu communautaire qui tente d'améliorer la situation sociale des gens. Retenez bien ce mot, communauté. On l'entend de plus en plus dans l'Amérique d'aujourd'hui. C'est le groupe auquel on appartient, le quartier où l'on s'enracine.
Marge Jackson a pu revenir avec son mari dans son ancien immeuble. Il y a un immeuble un peu plus bas dans la rue qui vient d'être terminé. Celui juste à côté vient aussi d'être acheté. Je pense qu'il ne va pas tarder à être rénové. Les gens sont en train de se réinstaller dans le quartier. Moi, je pense qu'il faudrait plus d'hommes comme le révérend pour pouvoir mener ce type de projet. C'est ça qu'il faut. Je ne prétends pas avoir métamorphosé le quartier de fond en comble, mais je crois avoir réussi à redonner espoir aux gens. Ils ont été tant de fois déçus. La plupart veulent en voir plus pour y croire réellement. Voilà pourquoi je suis si impatient de voir terminer les travaux sur les 6 immeubles que nous sommes en train de réhabiliter. Et puis nous sommes sur le point de construire un nouvel immeuble. Tout cela met les gens du quartier dans un nouvel état d'esprit. Dans une civilisation urbaine ravagée, Washington Park est une exception et un exemple. Mais c'est ainsi que l'Amérique reprend confiance, avec des gens qui n'attendent pas tout de l'État et qui prennent leur situation en main. Autre chantier, autre exemple, l'éducation. Le système public va mal. Un peu partout, on voit apparaître des écoles publiques, financées en partie par des entreprises privées qui passent un contrat, et même des écoles pilotes comme celle-ci, où ce sont les parents qui prennent les choses en main. John a ainsi changé de métier. Il était entrepreneur, il est devenu prof de maths et il enseigne à base de jeux vidéo. Dans un cours de maths traditionnel, vous avez en général le professeur qui se tient devant un tableau noir et tous les élèves qui sont obligés de travailler au même rythme. Ils travaillent tous au rythme du professeur au lieu de suivre leur propre rythme individuel. Tandis qu'ici, le cours est individualisé. J'essaye d'adapter le cours à chaque élève. Monsieur, est-ce que je peux utiliser l'ordinateur moi aussi? Vous voyez, voici un bon exemple. Elle voudrait juste jouer aux jeux vidéo, elle aussi. Mais je ne vais pas la laisser faire comme cela. C'est un cours de maths ici, après tout. Les programmes et le curriculum scolaire restent les mêmes qu'ailleurs, mais ce sont les parents qui les gèrent, qui décident des emplois du temps et des investissements nécessaires. Au cœur de leur démarche, l'obsession de l'Amérique d'aujourd'hui de restaurer la famille, le besoin de retrouver des valeurs et des priorités, à commencer par les enfants. Les premiers professeurs d'un enfant, ce sont en fait ses parents. L'enfant a besoin de s'appuyer sur ses parents pour se construire et trouver sa voie. Et ça se vérifie tous les jours. Les enfants qui ont des parents qui les suivent de près dans leurs études ont de bien meilleurs résultats que les autres. Le financement reste public, mais il est complété par l'argent des fondations, des entreprises et des particuliers. Ce mur d'escalade a été financé en partie par une fondation privée de la région, par les autorités locales et par les parents d'élèves eux-mêmes. Chaque famille a en fait acheté une parcelle de ce mur. On a gravé leur nom dans le bois. Là-haut, c'est la famille du recteur d'académie, par exemple. Un jour, il est venu nous rendre visite et il m'a demandé pourquoi il y avait ces noms sur le bois. Je lui ai expliqué et du coup, il a sorti de sa poche 100 francs. À 25 francs le nom, ça lui faisait 4 noms. On a donc inscrit toute sa famille là-haut avec les autres. Nous recevons aussi d'autres fonds de la ville qui nous ont permis d'acheter tout cet équipement. Une éducation plutôt qu'un enseignement, une formation qui prépare aux aléas de la vie et qui éloigne de la rue. Apparemment, les objectifs sont atteints.
Ce que nous cherchons à faire, c'est que les enfants s'amusent davantage à l'école qu'en traînant dans la rue. On se rend compte maintenant qu'ils sont moins nombreux à abandonner leurs études. Ici, nous n'avons pas de problème de gang, de drogue ou d'alcoolisme. Et quand on en parle avec les élèves, ils nous répondent en général qu'ils préfèrent effectivement venir ici plutôt que de traîner dans la rue. Les derniers sondages le prouvent, dans leur majorité, les Américains sont à nouveau optimistes. Ils croient que leur avenir sera meilleur, en tout cas à court terme. Nous traversons actuellement une période où le moral des Américains est à la hausse. Le chômage diminue, la criminalité est en baisse, mais en même temps, ils ne sont pas tout à fait confiants dans l'avenir pour leurs enfants. Jusqu'à présent, et cela a été une constante aux États-Unis, chaque génération pensait que la suivante aurait une vie meilleure que la sienne, et que c'était son devoir que de rendre la vie plus facile à cette nouvelle génération. Eh bien, cela c'est fini. Les gens commencent à penser que leurs enfants auront une vie plus difficile. Si vous demandez aujourd'hui aux Américains si à leur avis le 21e siècle sera le siècle de l'Amérique, la plupart vous répondront sans doute peut-être. Tandis qu'avant, surtout à partir de l'élection de Roosevelt, nous étions bien plus sûrs de notre importance. Nous étions la puissance montante de la planète. Aujourd'hui, nous avons en quelque sorte mûri et les gens se demandent davantage de quoi l'avenir sera fait. At Washington, President Roosevelt approves legislation to provide for America's war veterans in the peace to come. By law, federal loans, free schooling, job insurance, and complete rehabilitation are among the benefits assured every man and woman in the service. Après le New Deal de 1936 qui bâtit le contrat social à l'américaine, Roosevelt, avec le GI Bill, va donner à la classe moyenne son âge d'or. En une seule génération, le niveau de vie va doubler. L'industrie automobile, taylorisée, à fort coefficient de main-d'œuvre, devient le modèle et le moteur d'une économie florissante. Les modes de vie changent et se ressemblent, avec peu de disparité entre les revenus, les habitudes et les aspirations. Le rêve américain d'un progrès matériel continu devient réalité. Pour les Américains, cette réalité-là paraît intangible. À la fin des années 80, la crise économique frappe l'Amérique. Les plus grosses entreprises sont fragilisées et licencient à tour de bras. Les dégraissages affectent aussi la main-d'œuvre qualifiée et les cadres. 10 millions d'emplois sont supprimés en 15 ans. Mais dans le même temps, 15 millions d'emplois sont créés. C'est le début de la révolution du travail. Nous créons beaucoup d'emplois. Des emplois très qualifiés et des emplois sans qualification. Mais nous en perdons énormément au milieu de l'échelle. Tous ces emplois qui étaient ceux des classes moyennes, c'est-à-dire du fondement même de notre démocratie. Pourquoi, à votre avis? Si par exemple on décidait de former l'ensemble de la main-d'œuvre de France ou des États-Unis pour l'adapter à ces emplois très qualifiés, de toute façon il n'y aura jamais assez de création d'emplois pour compenser ceux perdus dans les secteurs traditionnels. Le principe est simple. À l'ère industrielle correspondait le travail de masse, tandis qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un travail d'élite. Mais même pour ces travailleurs surqualifiés, il y aura de moins en moins de travail dans le temps. Nous n'aurons besoin que des meilleurs ingénieurs, des meilleurs architectes, puisque dès aujourd'hui, l'ordinateur fait le même travail que eux faisaient il y a 10 ans. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre et qui nous oblige à repenser totalement notre lien au travail. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de travailler pour vivre, mais de vivre pour travailler.
c'est le travail, dans la vie des gens et dans la vie de l'entreprise. Voici l'un des endroits où l'on s'y emploie. Ben & Jerry fabrique de la crème glacée. On vient les voir de partout. Ici, un mot d'ordre, être heureux dans ce qu'on fait. Il y a 700 employés, les couleurs sont celles de l'enfance et la musique est pop. Jerry dit souvent, si vous ne vous amusez pas en le faisant, pourquoi le faire? Ce n'est pas toujours évident de rendre le travail amusant. Car après tout, il s'agit d'un travail. Il faut bien y aller tous les matins. Mais nous faisons de notre mieux pour le rendre le plus agréable, le plus démocratique possible. Nous encourageons par exemple le personnel à nous parler de ses suggestions. Ou si, mettons, quelque chose ne va pas sur la chaîne de fabrication, eh bien n'importe quel ouvrier peut la faire stopper et nous dire qu'il y a problème. Au début de l'aventure, deux copains. Ben et Jerry, baba cool, anticonformistes, anti-système, anti-business. 18 ans plus tard, ils sont milliardaires, leur affaire est cotée en bourse, ils sont les numéros 2 du marché, mais la doctrine n'a pas varié. Autrefois, le monde des affaires était pour nous quelque chose de totalement négatif, nuisible à la société. La quête du profit conduisait automatiquement à maltraiter les ouvriers, mépriser l'intérêt général ou ne pas respecter l'environnement. Et nous, on ne voulait pas finir comme cela. Donc on a d'abord pensé à revendre notre affaire, et puis on s'est dit qu'on allait tenter une expérience, voir s'il était possible d'utiliser le marché comme force de progrès social. Exemple, les cours du lait s'effondrent. Ben et Jerry continuent de payer leurs fournisseurs à l'ancien prix en favorisant la production locale. Lorsque les cours étaient au plus bas, Ben & Jerry nous a beaucoup aidés. Ils nous ont prêté de l'argent pour nous en sortir. Bien sûr, ils avaient intérêt à protéger leurs fournisseurs, mais ils se sentaient concernés par nos situations personnelles, par notre niveau de vie. C'est quelque chose de tout à fait unique dans le monde des affaires. Ben et Jerry se veulent une entreprise citoyenne. Ils vendent de la glace, mais ils consacrent 7,5% de leurs bénéfices avant impôt à toutes sortes de bonnes causes, comme en ce moment l'inscription des jeunes sur les listes électorales. Les employés y trouvent leur compte. Je suis venue travailler chez Ben & Jerry pour toute sa culture d'entreprise. C'est l'état d'esprit de l'entreprise qui m'intéressait. Cette façon de se soucier en permanence du monde qui l'entoure. C'est pour cela que je suis venue. Et puis au fur et à mesure que vous travaillez, vous ne vous rendez plus compte de ce que ça a d'extraordinaire. Vous vous dites, oui, oui, je fais tout cela pour le bien de la société et tout ça. Et puis voilà, on fait une opération comme celle-ci et puis on se dit, mais oui, ça marche, ça vaut vraiment la peine. Et ça vous redonne de l'énergie pour continuer. Et ce qui est bon pour la paix, l'hygiène et la forêt vierge, c'est aussi bon pour le business. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre mission sociale, toutes nos actions menées pour le progrès de notre société, eh bien tout cela fait vendre nos produits. Quitte à consommer, le public préfère s'adresser à des entreprises qui œuvrent pour leur bien-être, qui travaillent pour l'intérêt général. Un nouveau contrat moral entre l'entreprise et la société. L'Amérique en a besoin. Pour être marginal, des entreprises comme Ben & Jerry cherchent des voies nouvelles. L'économie va mieux, mais on sait qu'on ne peut plus compter sur un emploi à vie, sur un plan de carrière, sur des augmentations régulières de salaire. Bien souvent, le patriotisme d'entreprise a vécu. Dans une entreprise de la côte Est, quand il va y avoir un licenciement, le travailleur concerné reçoit un petit formulaire rose. C'est le papier officiel qui l'avertit de la fin de son contrat. Ça se passe en général le lundi matin. Vous arrivez à votre travail et vous trouvez un vigile devant votre bureau. Ça veut dire que vous êtes renvoyé. Votre ordinateur est coupé et tous vos dossiers sont immédiatement saisis. Du coup, le lundi, alors que les gens avaient pris l'habitude de venir à plusieurs collègues dans une voiture, chacun vient de son côté avec sa voiture, puisque personne ne sait s'il passera toute la journée au bureau.
Le monde du travail, en particulier pour les cadres, est devenu extrêmement exigeant, bien plus que par le passé. La concurrence est devenue sévère, les journées de travail s'allongent progressivement, et avec l'informatique, les téléphones portables et tout cela, les gens sont constamment reliés à leur bureau. Le travail devient de plus en plus envahissant. Et en même temps, certaines valeurs, comme la famille, sont en hausse, se créant ainsi une forte tension entre le travail et les valeurs plus personnelles. C'est une tension que ressentent surtout les femmes. Trouver un nouvel équilibre, un autre sens à la vie. Ne plus être à la merci de la course au boulot, au salaire, à la promotion, au crédit, à la consommation. Vous trouvez aujourd'hui en Amérique, dans cette classe moyenne qui a perdu ses illusions, des gens qui volontairement réduisent leur train de vie et changent d'ambition. Exemple, ce marché bio dans une banlieue de Seattle, au nord de la Californie. Il est organisé et géré de façon bénévole par Chris. Il y a 5 ans, j'ai vendu l'affaire dont je m'occupais et tout à coup, j'ai pu disposer de mon temps. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. J'ai ressenti le besoin de m'investir dans un projet communautaire, quelque chose d'utile aux autres. Ça faisait un moment que j'avais l'idée dans la tête d'organiser un marché pour les agriculteurs du coin. En quittant mon métier, j'ai pu trouver le temps et l'énergie nécessaires pour organiser tout cela. S'impliquer dans la communauté, s'enraciner autrement, une maison plus petite, une seule voiture d'occasion, Chris et son mari ont dans leur tête changé d'époque. En fait, pendant les années 80, on a plutôt vécu selon les valeurs dominantes du moment. À cette époque, il fallait avoir toujours plus, avec une grande maison, une ou plusieurs grosses voitures. Tout cela faisait partie du rêve américain. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qu'il y avait de plus malin, et qu'en tout cas, cela ne me permettait pas de profiter pleinement de ma fille et de mon mari. Le mari est enseignant dans une école publique. Pour la première fois, j'ai l'impression de voir clair dans ma vie. Nous avons une vie relativement simple. Je concentre maintenant mon énergie dans des choses qui en valent réellement la peine. Mon travail, ma famille et la participation à la vie de ma communauté. Cette manière de vivre et de raisonner qui se répand aux États-Unis s'appelle la nouvelle frugalité. Et elle a son théoricien, Joe Dominguez. Autrefois analyste financier à Wall Street, il dirige aujourd'hui sa propre fondation. Avec ses publications, ses séminaires et son site internet, il apprend comment dépenser moins pour vivre mieux. Avec un revenu de 40 000 francs par an, je vis très bien. Si maintenant on me dit qu'une famille de 3 personnes n'arrive pas à s'en sortir avec 180 000 francs de revenus par an, c'est-à-dire le revenu moyen, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur budget. Je ne veux absolument pas dire qu'il n'y a pas de pauvres dans ce pays. Mais il ne s'agit en tout cas pas des classes moyennes. Ces classes moyennes qui passent leur temps à gémir, à pleurer. Des ménages qui sont aujourd'hui parmi les plus riches au monde. Excusez-moi, mais ils ne me font pas pitié. Dans cette aspiration à vivre autrement, dans ce repositionnement sur des valeurs de base socialement conservatrices comme la famille ou la communauté, les sociologues voient la résurgence d'une vieille tradition américaine. Il y a aujourd'hui un réel retour de l'idée communautaire. Le problème est que la notion même de communauté a été jusqu'ici une notion géographique. On faisait partie d'une ville, d'un village,
Mais aujourd'hui, la société ne s'organise plus en communauté au sens géographique du terme. Et c'est là qu'on est coincé. D'un côté, ce besoin de se tourner vers sa communauté, et de l'autre, la difficulté d'y parvenir, puisque le tissu urbain se modifie, le quartier n'existe plus comme tel, la notion de ville évolue. Mais les gens recherchent aussi des communautés virtuelles sur Internet. Par exemple, mais aussi dans le monde réel. Vous avez de plus en plus de gens qui retournent vivre à la campagne, d'autres qui se tournent vers l'Église, vers le développement de la vie spirituelle, de la vie culturelle. Tout le monde cherche ainsi à reconstituer un tissu communautaire adapté à l'Amérique d'aujourd'hui. Bienvenue au Vermont, à l'extrême nord-est des États-Unis. Ses rivières, ses pâturages et ses traditions. Longtemps considéré comme l'un des États les plus conservateurs de l'Union, le Vermont apparaît maintenant comme un laboratoire de progressisme. Pourquoi? Parce que rien d'important ou d'accessoire ne se fait sans qu'il y ait discussion et décision à la base. Le communautarisme dans tous ses États. Exemple, cette route de terre et ces nids de poules qui font la fierté de Brookfield. Ces 1080 habitants ont refusé le goudron. À leur tête, un ancien New-Yorkais, dessinateur et caricaturiste de renom, Ed Koresh. Bulldozers would come in and they would Ils voulaient venir avec leur bulldozer et élargir la route par là, à gauche, arracher ces arbres et l'élargir d'autant vers la droite. Et notre ville aurait été une ville de plus, au bord de l'autoroute. Les citoyens ont bloqué le projet, la mauvaise route oblige à ralentir, résultat, moins de pollution, plus de sécurité pour les enfants. Quand vous y pensez, une affaire de route goudronnée, c'est plutôt quelque chose d'anecdotique. Cela paraît difficile de rassembler toute une communauté autour d'un petit problème comme celui-là. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin qu'une simple histoire de moyens de transport. Une route, c'est quelque chose de très symbolique, qui a en fait permis à tous de se mobiliser. La démocratie à la mode du Vermont, c'est aussi ici à Milton, 12 000 habitants, une réunion municipale ouverte à tous. En discussion, l'implantation d'un nouveau site industriel, la création de 200 emplois et une protection sourcilleuse de l'environnement. Écoutez, moi j'ai un problème avec votre projet là. Je ne comprends pas tout à fait lorsque vous parlez de la rive gauche du fleuve, puisque j'avais cru comprendre qu'elle n'était pas concernée par le projet. Ah, parce que vous préférez voir les camions traverser le centre historique de la ville. Bah, en tout cas, je veux pas voir une construction de 30 mètres de haut devant chez moi. Ça, j'aime autant vous le dire. Mais j'ai encore d'autres questions, mais je laisse la parole à mes concitoyens. Je trouve qu'il est tout à fait injuste qu'à chaque fois que quelqu'un nous soumet un projet, notre première attitude est de le voir de façon négative. Du moment qu'il y a un respect mutuel, je pense qu'il est tout à fait possible de discuter. J'aimerais tout de même faire remarquer que lorsque vous dites que tout est possible, que nous sommes ouverts à toutes les propositions, rien ne pourra se faire ici sans que nous soyons, nous, tous d'accord. Je pense qu'il est important de le rappeler. Cette femme silencieuse dans le public, c'est le maire de la ville, Diane Palm. L'avis des habitants n'est que consultatif, mais il pèse lourd. Il faut savoir nous occuper nous-mêmes de nos affaires, avant que le gouvernement ne le fasse pour nous. Et ça, les gens le sentent de plus en plus. Ils sentent qu'il va y avoir des changements ici, et la plupart abordent cela de manière positive. En tout cas, c'est la preuve que les meilleures solutions sont celles qui proviennent du terrain, qui se décident au niveau de la communauté qui est la plus concernée.
Méfiance à l'égard des décisions venues d'en haut, venues de l'État, du gouvernement, retour à la base et aux sources. Exemple, ce promoteur qui a convaincu les 139 000 habitants de Burlington de se doter d'un centre piétonnier. Il n'y en a que 3 aux États-Unis. Tout ce que vous voyez ici a été négocié 1 ou 2 fois. Les habitants n'aimaient pas tel type de pierre, on les a retirés. Finalement, ils les aimaient bien, on les a remises. On a essayé à chaque fois de satisfaire les goûts du public. C'est pas toujours facile, mais c'est comme cela que ça se passe dans le Vermont. C'est long, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Face aux problèmes d'une société complexe, les Américains, comme au temps de Tocqueville, rêvent d'un retour aux sources. Le balancier revient vers l'individu aux dépens de l'État. Le communautarisme est une doctrine à la mode, son maître penseur. Aujourd'hui, pour la première fois, les 2 principaux partis politiques du pays s'accordent pour dire que l'État ne peut pas prendre tous les problèmes à sa charge. Le président Clinton lui-même a déclaré un jour que l'idée même de l'État était une idée dépassée et qu'il fallait cesser de le considérer comme le principal recours pour régler nos différends. Si vous lisez son dernier livre, Entre l'histoire et l'espoir, vous verrez qu'il est fait de 3 parties, opportunité, communauté et responsabilité, qui sont des thèmes que je développe pour ma part depuis plusieurs années. Nous nous rendons compte aujourd'hui que payer toujours plus d'impôts pour financer une bureaucratie chargée de régler les problèmes à notre place, ce n'est plus un système viable. Nous sommes allés trop loin dans ce sens. Aujourd'hui, il faut aborder les choses comme dans une famille, entre frères et sœurs, entre amis, entre voisins. C'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus économique, et les gens se sentent bien plus concernés. Quel que soit le vainqueur des élections, il s'agit là d'une idée qui entre en pratique et qui sera à l'honneur lorsque nous entrerons dans le siècle prochain. Le centre de gravité de la politique américaine s'est déplacé à droite. Même Clinton, le démocrate, recommande contre le crime et la violence des solutions qui dépendent des individus, des communautés, plutôt que de l'État. Exemple, à Miami, dans ce quartier de petite bourgeoisie noire, les habitants se sont organisés. Ils surveillent eux-mêmes les lieux en liaison avec la police municipale. Police, I see a suspicious person outside. And they got on dark blue pants and white tennises. Hi, come. Here you go. Here you go with the TV. In his hand, a little small portable TV. Now, come on. Come. Now he running down the street with the TV. And the police. Get it. Don't move. Don't move. Go right there. That's hers. Hers right here. That's mine. That is mine. This is lady. This is yours? Yes, this is mine. Are you willing to go to court and testify? Yes, I will. Okay, then. We'll give you a... I'm very scared. I have to keep my door locked at all times. I be seeing them going down the street carrying gates on the shopping carts, and I mean, it's just terrible. All the time. Breaking in, you're scared to go to work, you're scared to go to church, you're scared to go anywhere. They're taking your stuff fast, you can make your money. They're stealing because of drugs. That's what they're doing. For what? For what? They're stealing TVs and things because they want to buy drugs. Les citoyens méritants ont ainsi droit à médailles et diplômes. La police locale les écoute et les encadre. Plusieurs villes américaines ont adopté ce système et pas seulement pour les quartiers riches. And we need to be organized. New Jersey, by the way, if I may add. Le rôle de ces collaborateurs bénévoles qui patrouillent aussi la nuit est en principe limité et supervisé par la police. Nous demandons aux civils en patrouille de ne jamais descendre de voiture, de ne jamais s'engager physiquement. Leur rôle est strictement de n'être que les yeux et les oreilles des services de police. 10 heures du soir. Dans un quartier commerçant, 2 volontaires en patrouille. Okay, this looks pretty well concealed here. Let's look at these doors and see how they're... Kind of quiet. Yeah, very
Oh, he's in there. Okay. That looks safe. On me demande souvent pourquoi je fais cela, puisque je ne suis pas payée pour ce travail. Je réponds que si je le fais, c'est pour aider ma communauté, pour aider la police. C'est simple. La vie, c'est cela, aider les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide avec toute cette misère, tous ces problèmes de drogue. Nous montrons qu'il y a aussi des gens bien dans ce monde, qui sont ravis de donner un coup de main à qui en a besoin. Où s'arrêtent les bons sentiments et où commence l'intolérance? L'insécurité continue d'obséder l'Amérique, mais les chiffres s'améliorent. En conjuguant les efforts des communautés et de l'État, en augmentant fortement le nombre de policiers dans la rue, en encourageant aussi les initiatives locales, Clinton annonce une baisse de 9% des crimes de sang l'an dernier. L'État reste bien le fondement et le garant de l'intérêt collectif. Face aux tentations et au déferlement du communautarisme, un rappel nécessaire. Si nous nous étions reposés uniquement sur le principe communautaire, s'il n'y avait pas eu l'intervention des autorités centrales, l'esclavage serait encore légal dans ce pays. C'est le gouvernement central qui a fait libérer les esclaves. C'est lui qui protège l'environnement. Vous savez, il y a encore pas mal de nos concitoyens qui seraient parfaitement capables de sacrifier une partie de notre environnement pour faire une affaire juteuse. C'est aussi au gouvernement central que l'on doit la protection des minorités. Il est véritablement l'instrument du progrès social et démocratique. L'idée communautaire est une idée intéressante, bien sûr, mais nous retrouvons avec ce thème l'une des constantes du débat américain, avec l'opposition entre la logique de l'individu et celle de la collectivité. Les droits de l'individu face aux droits de la collectivité, mais aussi, dans la mentalité américaine, leurs devoirs. Car ici, on n'a droit à rien si on n'apporte pas sa contribution. L'État n'est pas là pour garantir son assistance à tous, même pas aux plus pauvres. Exemple, la santé publique. Ce n'est pas un enjeu de la campagne électorale, et pourtant voilà bien pour nous l'un des visages les plus cruels de l'Amérique d'aujourd'hui, celui d'une société riche, incapable d'assurer à tous le même niveau de protection sociale. Dans un hôpital public, comme ici à Washington, qui est aussi l'une des villes les plus violentes des États-Unis, on accueille gratuitement les plus pauvres. Le financement de l'hôpital est assuré principalement par la municipalité. Beaucoup de patients viennent des prisons de la ville. Au cours de son mandat précédent, le président Clinton avait lancé une réforme en profondeur du système social. Il a dû faire marche arrière sous la pression de l'opinion et d'un Congrès majoritairement républicain, c'est-à-dire hostile à tout accroissement du rôle de l'État. Pour séduire les électeurs, qui sont aussi les contribuables, Clinton a restreint et décentralisé certaines aides sociales. On est bien loin aujourd'hui d'une réforme à l'européenne ou à la canadienne qui garantirait à tous un soutien minimum. Dans son principe, l'idée d'une plus grande protection sociale est séduisante, bien sûr. Mais c'est la question de son financement qui pose problème. On a par exemple beaucoup parlé du modèle canadien lors du récent débat sur la protection sociale, mais le risque est de perdre en qualité et en accessibilité au niveau des soins. Pourquoi n'y a-t-il pas une exigence collective pour demander un système social plus équitable? Ce pays a été essentiellement fondé par des pionniers farouchement individualistes. Tout l'ouest des États-Unis a été développé par ces gens qui étaient extrêmement rudes et pour qui l'indépendance était une priorité absolue. C'est un état d'esprit qui a marqué notre histoire et qui fait totalement partie de notre culture. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Dans les mouvements de balancier de leur histoire politique, les Américains recherchent toujours le point d'équilibre entre leurs libertés individuelles et les garanties de l'État.
Tout le monde proteste contre un État trop présent jusqu'au jour où ils en ont réellement besoin. Les gens pensent en général que ce sont les communautés les plus pauvres, les Noirs ou les Hispaniques, qui profitent du système. Et puis les républicains ont commencé à le réformer. En étudiant les chiffres de plus près, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était les classes moyennes blanches qui plaçaient leurs parents dans des résidences pour personnes âgées. Vous aviez alors tous ces messieurs qui se disaient « Mon Dieu, ça veut dire que maman va revenir vivre à la maison ?» Eh bien, tout à coup, les voilà qui sont mis à défendre le système. En fait, pendant des années, on a essayé de mettre un visage noir sur des problèmes blancs. Il y avait toute une panoplie de questions qui étaient immédiatement associées aux Noirs. Protection sociale, éducation publique, délinquance, tout ça, ça concernait les Noirs. Y a-t-il des rivalités entre minorités, par exemple entre les Noirs et les Asiatiques? On dit toujours que les Asiatiques sont le modèle parfait de l'intégration. Mais tout au long de l'histoire américaine, vous trouvez des alliances entre certaines communautés, et puis à d'autres moments des tensions. Tout cela dépend de la situation politique et économique du pays. L'Amérique et ses promesses continuent de faire rêver le reste du monde. Dans ce pays d'immigration massive, les hispaniques forment la minorité la plus nombreuse et la plus pauvre. Les asiatiques ont le plus vite assimilé les recettes de la réussite américaine. Ils n'hésitent plus à le montrer et à afficher une fierté spécifique. Eleanor Chang est une Chinoise de la 2e génération. Son mari est blanc, elle dirige une agence de publicité. Autrefois, les Américains d'origine asiatique étaient plutôt discrets, suivant le principe que pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché. Les choses sont en train de changer aujourd'hui, et de plus en plus d'entre eux s'engagent dans la vie publique. Par exemple, au niveau de certaines municipalités. Nous avons de plus en plus de membres de notre communauté qui prennent des responsabilités au niveau local. C'est le meilleur moyen d'améliorer leurs conditions de vie. Selon les dernières statistiques, le pouvoir d'achat des Asiatiques augmente plus vite que celui des autres minorités. Leur système de valeurs, leur sens de la famille et du travail s'épanouissent facilement dans cet environnement concurrentiel. À son tour, la communauté asiatique est devenue un marché. Pour promouvoir les produits et même le civisme, les publicitaires maintenant le savent. Ça, c'est une campagne que nous menons à destination de la communauté chinoise pour les inciter à voter aux prochaines élections. Nous leur expliquons que c'est très important pour leur avenir. Nous nous adressons à des artistes originaires de chaque communauté pour réaliser nos publicités. Il ne suffit pas simplement de traduire dans les différentes langues les messages américains. Nous faisons véritablement un travail d'adaptation selon la cible visée. Le mythe du Far West marche pour tout le monde, même en philippin. This is the core frame. Shot in the Philippines. So why send your remittance the old-fashioned way? There are actually 3 television stations. Il y a dans la région 3 chaînes de télévision qui diffusent exclusivement des programmes asiatiques. Et il y a dans chacune des fenêtres à destination de la communauté philippine. Nous savons que sur ces tranches, l'audience est exclusivement philippine, puisque les émissions sont en tagalog, la langue nationale philippine. Pour nous, c'est l'idéal. Les minorités à l'heure du marketing. L'Amérique ne cherche pas l'intégration, mais l'assimilation. Elle essaie de réussir le mélange en encourageant l'initiative individuelle et la réussite matérielle. En dépit des tensions et des racismes ordinaires, la société américaine s'habitue ainsi à devenir pluriculturelle.
Le melting pot est une notion qui me semble aujourd'hui dépassée. C'est un mot que l'on a employé lorsque l'immigration venait exclusivement d'Europe. Il faudrait plutôt employer aujourd'hui l'expression salad bowl, une salade mixte en quelque sorte. Elle me semble meilleure aujourd'hui puisque nous sommes tous physiquement et mentalement différents. Le rituel est collectif. Dans le stade de San José, près de San Francisco, le mois dernier, 12 000 immigrants ont prêté ensemble serment pour devenir citoyens. Ils sont venus de partout pour prendre leur part du rêve américain. Le rêve américain, c'est un but à atteindre. Il a été fondé par des gens qui ont quitté leur pays à la poursuite de leurs rêves. Pour moi, le rêve américain, c'est que chacun peut devenir ce qu'il a envie d'être. Le rêve américain, c'est de voir ses enfants vivre une vie meilleure que la sienne. Moi, c'est de devenir l'homme le plus riche du monde. Avoir 4 voitures, ça c'est plutôt le cauchemar américain. Non, c'est pas un cauchemar, mais il faut pouvoir saisir sa chance. Mes ancêtres sont arrivés ici sans un sou et petit à petit ils sont arrivés en haut de l'échelle. Si on travaille dur, on peut réellement réussir dans ce pays. Que chacun puisse, dans le respect de la loi, être ce qu'il est, choisir d'aimer la personne de son choix. Ici, avec de la volonté, on peut faire ce que l'on veut. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien de tel, ni en Chine, ni en France, ni en Allemagne. Non, il n'existe qu'ici et il est bien vivant. Ici, je peux réaliser mon rêve, me réinventer. L'Amérique, c'est le pays de la réinvention. Dans 3 jours, les Américains vont élire le président qui entrera avec eux dans le 21e siècle. Quels que soient les excès, les injustices, la douleur et aussi les promesses des ajustements qu'elle subit, voilà bien une société qui, avec pragmatisme, agit sur son avenir. Et la besogne du prochain président sera encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, d'entretenir le rêve américain. Bonsoir.